TD numéro 3 sur le monopole, exercice numéro 2. Donc il s'agit d'un extrait d'un sujet ENS 2005. Donc dans une première question, on considérera une entreprise en situation de monopole. Donc on cherchera les caractéristiques dans le cas où on serait en concurrence pure et parfaite. Et donc on les discutera. Donc il s'agit en fait d'identifier les axiomes qui permettent de valider le fait d'être en concurrence pure et parfaite. Et on s'interrogera sur les origines possibles des situations de monopole. Donc cette partie-là ne sera pas développée dans cette vidéo. Je vous renvoie vers les corrections écrites dans lesquelles tout est détaillé. Deuxième partie, qui elle sera traitée dans la vidéo, eh bien, on a une fonction de demande qui est linéaire et qui nous est proposée avec des paramètres A et B. Donc X, c'est les quantités qui vont être demandées, et P, c'est le prix du bien. Donc A et B sont à ce stade inconnus, et donc on va réfléchir en fonction de nos calculs, en fonction des paramètres A et B. On nous demande d'identifier les propriétés de l'élasticité prix, donc il faudra l'établir et essayer d'y réfléchir. On déterminera la recette totale, la recette moyenne, la recette marginale pour cette entreprise en situation de monopole. On identifiera la relation entre la recette marginale et le prix, et puis la relation entre la recette marginale et l'élasticité prix. On cherchera ensuite à déterminer le pouvoir de marché, donc ça c'est l'indice de Lerner qui nous permettra de répondre à cette question. On supposera ensuite qu'il y a une fonction de coût qui nous est fournie également en fonction de paramètres, cette fois-ci alpha et bêta. On cherchera à voir dans quelles conditions on peut maximiser le profit de cette entreprise. Et puis ensuite, eh bien, on va remplacer les paramètres A, B, alpha et bêta par des données chiffrées et on va refaire l'ensemble des calculs, donc coût marginal, recette marginale, prix, équilibre du consommateur avec les paramètres fournis. Dans un dernier temps, eh bien, on fera une analyse, on cherchera à voir un petit peu les différences qu'on peut observer entre de la courte période et de la longue période pour un monopole. Et puis, on essaiera de réfléchir sur cette notion d'équilibre de longue période, notamment dans le cadre d'un monopole. Question numéro 2. Eh bien, l'élasticité prix de la demande est obtenue par la formule suivante. C'est la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix, multiplié par le prix, divisé par la fonction de demande. Et on sait que la fonction de demande dans cet exercice s'écrit A moins BP. Donc la dérivée de cette écriture par rapport à P donne moins B. Donc ici, l'écriture de l'élasticité prix, c'est moins B multiplié par P sur X. Alors cette valeur-là, eh bien, on a ici X qui est une demande, donc qui sera positif, P qui est un prix, donc qui sera positif, ce ratio est positif. Le paramètre B dans l'énoncé est annoncé positif, comme on a un signe moins devant, on a une élasticité qui par conséquent sera négative. C'est assez normal compte tenu de ce qu'on est en train de calculer. On est en train de calculer une élasticité prix, et pour les biens dits normaux, eh bien, lorsque le prix augmente, les quantités demandées diminuent. Donc on avait une relation inverse entre les quantités et le prix, donc on a une élasticité négative. Pour mémoire, une élasticité n'a pas d'unité. Donc quand on calculera à un moment donné une valeur, un chiffre, eh bien, il ne faudra pas associer d'unité à la rédaction de cette élasticité. On aurait pu faire le calcul autrement. On sait ici que eh bien, on reprend cette écriture-là. Donc si on prend l'inverse de cette première fraction, ici, en fait, on obtient 1 sur la dérivée du prix. Donc on aurait pu également faire le calcul en cherchant l'inverse de la dérivée du prix multipliée par le prix sur les quantités. Alors est-ce que cette élasticité, elle est forte, elle est faible, etc. Ça dépendra de la valeur de ce paramètre par rapport à 1. Donc lorsque la valeur absolue de l'élasticité est comprise entre 0 et 1, l'élasticité est dite faible. Donc la demande est inélastique, c'est-à-dire que le consommateur est peu sensible au prix. Et donc il va continuer de consommer même lorsque il y a des augmentations de prix. A l'inverse, quand la valeur absolue de l'élasticité est comprise entre 1 et plus l'infini, eh bien à ce moment-là, on va avoir un consommateur qui est sensible au prix. Et donc lorsque le prix va augmenter, eh bien, les quantités demandées par le consommateur vont diminuer. Petit b, on cherche à déterminer les recettes totales, moyennes et marginales.
Alors la recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités. Alors le prix, c'est quelque chose qu'on obtient en faisant l'écriture de la fonction de demande inverse. Donc la fonction de demande s'écrit sous cette forme-là. Et donc je vais isoler le prix. Donc j'obtiens le prix qui est égal à A moins X sur B. Donc ça, c'est l'écriture du prix que je multiplie par les quantités. Les quantités ici, c'est grand X. Et je vais obtenir par conséquent la recette totale. Donc ici, ça donne AX moins X carré sur B. La recette moyenne, c'est la recette totale divisée par X. Dans le cadre du monopoleur, eh bien, c'est le prix. Donc ici, on obtiendra A moins X sur B et c'est bien égal au prix. Et enfin, la recette marginale. Eh bien, la recette marginale, c'est la dérivée de la recette totale. Donc, on va dériver cette écriture-là et on obtient A moins 2X sur B. Petit c, on va utiliser deux résultats du cours. Alors, premier résultat du cours, la recette marginale est égale au prix plus la dérivée du prix multipliée par la quantité X. Ici, ça c'est un résultat, je vous renvoie vers le cours pour voir comment on obtient ce résultat-là. Donc ça nous donne une relation entre la recette marginale et le prix. La recette marginale est donc égale au prix plus la dérivée du prix multiplié par X. Alors le prix, on l'a établi un peu plus haut avec cette valeur-là. Ensuite, on ajoute la dérivée du prix. Alors on va dériver cette écriture-là. Donc ici, pour simplifier éventuellement, vous l'écrivez sous forme de deux ratios. Eh bien, le premier ne contient pas la variable x, donc disparaît dans le processus de dérivation, et il reste x sur b qui dérivé donne 1 sur b. Donc ici, on a bien la dérivée du prix qui est égale à 1 sur b multiplié par x. On écrit ça un petit peu plus proprement et on obtient a moins 2x sur b. On peut aller un peu plus loin. Dans cette écriture, on est quand même très proche de celle-ci. Et donc en fait, on peut aussi écrire ce ratio sous cette forme-là, P, donc P est égal à A moins X sur B, moins X sur B. On va donc avoir ici une écriture qui nous permet d'affirmer que la recette marginale va être inférieure au prix, puisqu'on voit que la recette marginale est égale au prix moins un ratio, et ce ratio est forcément positif, puisque B est positif par hypothèse de l'énoncé, et X est une quantité, donc est forcément positif. On demande ensuite d'établir une relation entre la recette marginale et l'élasticité prix. Alors ça, on ne l'a pas forcément directement. Par contre, on peut partir de cette écriture-là et essayer de la modifier pour faire apparaître l'élasticité. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Ici, on voit qu'on a une dérivée du prix et en fait, on sait que l'inverse de l'élasticité prix est égal à la dérivée du prix multiplié par x, le tout divisé par le prix. Donc ça, c'est expliqué dans le cours, c'est un des résultats du cours à apprendre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire apparaître ce ratio à l'intérieur de cette écriture, de manière à pouvoir faire ensuite apparaître l'élasticité. Alors, si je pars d'ici, je veux avoir P' de x sur P, donc j'ai déjà P' de x que je divise par P. Mais pour que l'égalité reste vraie, eh bien, je vais être obligé de multiplier par P ici également au numérateur. Et donc ici, j'ai toujours bien la même égalité. Sauf que P'xp, eh bien, je peux le remplacer par 1 sur élasticité prix. Donc par conséquent, la recette marginale est égale au prix plus le prix multiplié par l'inverse de l'élasticité prix. J'ai le prix qui est dans les deux membres de cette addition, je peux le mettre en facteur, par conséquent la recette marginale est égale au prix, facteur de 1 plus l'inverse de l'élasticité prix. J'ai donc bien une relation entre la recette marginale et l'élasticité prix. Alors, faisons une étude de ce résultat. On est ici sur une élasticité prix et deux possibilités, soit on a une élasticité prix qui est forte, soit on a une élasticité prix qui est faible. L'élasticité prix, on va essayer de réfléchir avec un bien normal. Cette élasticité prix est probablement négative. On va en parler dans quelques instants, puisque eh bien, dans le cadre d'un bien normal, lorsque le prix augmente, les quantités consommées diminuent. Alors essayons maintenant de réfléchir aux conditions qu'on va pouvoir appliquer sur ce résultat. La recette marginale est forcément positive ou nulle. En fait, si un producteur est en situation où sa recette marginale est négative, cela signifie qu'il fait une perte.
donc il n'est pas rationnel qu'il aille produire cette unité supplémentaire. Donc le producteur va augmenter sa production jusqu'au moment où le prix est au pire égal à sa recette marginale, autrement dit sa recette marginale est nulle. Éventuellement il produira moins avec une recette marginale qui va être pour le coup positive. Qu'en est-il ici? Alors si effectivement la recette marginale est positive, eh bien comme j'ai ici une écriture de la recette marginale qui insère, qui intègre cette élasticité, je peux l'écrire ici. Donc on va avoir P plus P multiplié par l'inverse de l'élasticité qui doit être positif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler l'élasticité pour voir quelles conditions on a sur cette élasticité. Donc ici on a P multiplié par 1 sur P qui doit être supérieur à moins P. Autrement dit 1 sur P qui doit être supérieur à moins P sur P, donc moins 1. Ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir l'inverse de l'élasticité, mais l'élasticité. Donc je prends l'inverse de part et d'autre, et par conséquent, je change le signe ici de l'inégalité. Et donc on voit que l'élasticité prix va être inférieure à moins 1. Alors ici, pour bien comprendre le résultat et bien analyser, il faut faire attention puisqu'on est dans les paramètres négatifs. Donc si on étudie une élasticité en tenant compte de l'étendue de 0 jusqu'à moins l'infini, on a donc deux phases entre 0 et moins 1, entre moins 1 et moins l'infini. Donc ici, ce qu'on est en train d'écrire, c'est que dans ce cadre-là, eh bien, le monopoleur va chercher à produire de telle manière que on soit avec une élasticité qui est inférieure à moins 1, c'est-à-dire une élasticité qui est comprise entre moins 1 et moins l'infini. Ça, c'est donc correspondant à une demande qui est élastique. Question D, on nous demande d'essayer d'évaluer le pouvoir de monopole. Donc là, on sait que c'est l'indice de Lerner, en fait, qui nous est demandé. Et donc, on va chercher à montrer comment on peut arriver à cet indice de Lerner. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à l'équilibre, la recette marginale est égale au coût marginal. C'est ainsi qu'on retrouve les quantités d'équilibre dans le cadre d'un monopole. Ici, dans l'exercice précédent, on a calculé la recette marginale. Donc, je remplace la valeur de la recette marginale par la valeur qu'on a trouvée dans la question précédente. Et donc, on obtient cette écriture-là. En quoi est-ce que ça nous intéresse? On sait que l'indice de Lerner, c'est l'inverse de l'élasticité prix. Et ici, on a réussi à faire apparaître l'élasticité prix. On sait également que l'indice de Lerner, c'est le prix moins le coût marginal divisé par le prix. Or, eh bien, ici, on a le prix, le coût marginal. Donc en fait, on voit qu'en écrivant ça sous cette forme, on a tous les éléments qui vont nous permettre de retrouver la définition de l'indice de Lerner. Alors pour faire ça, on peut écrire la chose suivante. Ici, je vais isoler le ratio P sur l'élasticité. Donc j'obtiens ici à droite Cm moins P. Ensuite, je vais diviser de part et d'autre par P, ce qui me permet d'obtenir 1 sur P, c'est l'indice de Lerner. Sauf qu'ici, je vois que je n'ai pas l'écriture qui me convient, puisque je sais que la formule de l'indice de Lerner, c'est le prix moins le coût marginal divisé par le prix. Et là, en fait, j'ai tous les signes qui sont inversés. Donc, je vais prendre l'opposé de cette écriture-là. Et donc ici, je vais avoir moins 1 sur élasticité, qui va être égal au prix moins le coût marginal sur le prix. En termes de compréhension de cette formule, qu'est-ce que c'est que le prix moins le coût marginal? C'est l'écart entre le prix qui va être proposé par le monopoleur et le coût marginal. Si on avait été en concurrence pure et parfaite, le prix aurait été égal au coût marginal. Donc en fait, en concurrence pure et parfaite, eh bien, cet indice de Lerner, il est égal à 0. En fait, ici, on n'a pas 0 parce qu'il y a un écart non nul entre le prix du monopole et le coût marginal, autrement dit, le prix qu'on aurait eu en concurrence pure et parfaite. Donc, prix moins coût marginal, ça mesure le surprofit que l'entrepreneur est capable de générer. Autrement dit, ça mesure le pouvoir qu'il est capable d'avoir sur ce marché. Alors, est-ce que ce pouvoir est fort ou faible? Eh bien, on ne va pas juste prendre l'écart, on va en fait faire un ratio, on va diviser cet écart par le prix. En fait, on calcule un pourcentage en clair. On est en train de chercher quel est le pourcentage de prix sur lequel le monopoleur est capable de jouer. Alors, quel est le lien maintenant avec l'élasticité? Plus l'élasticité est faible, plus le monopoleur a du pouvoir. Alors intuitivement, c'est l'idée que lorsqu'on a une élasticité qui est faible, cela signifie que le consommateur est peu sensible au prix et qu'il a besoin de consommer ce bien-là. Et donc même lorsque le prix va augmenter, il va continuer à consommer ce bien-là.
Par conséquent, l'indice de Lerner est fort, autrement dit le pouvoir du monopoleur est grand, parce que le monopoleur a donc possibilité de fixer un prix supérieur au coût marginal, autrement dit supérieur au prix qui aurait été celui en concurrence pure et parfaite, et le consommateur va entre guillemets suivre et accepter cette augmentation de prix. A l'inverse, lorsque l'élasticité est forte, cela signifie que le consommateur est sensible au prix. Donc puisque le consommateur est sensible au prix, lorsque le monopoleur va choisir d'augmenter le prix de vente, eh bien un certain nombre de consommateurs vont se détourner de cette consommation, vont cesser la consommation, et donc la demande qui est exercée auprès du monopoleur va diminuer. Et donc par conséquent, eh bien, le surprofit potentiel du monopoleur sera faible. On connaît maintenant la fonction de coût du monopoleur qui est égale à alpha plus bêta x. Et on s'interroge sur l'optimum de ce monopole, sachant que pour le moment on ne connaît ni A, ni B, ni alpha, ni bêta. Donc on va faire nos calculs en intégrant les paramètres A, B, alpha, bêta. Et dans la question d'après, en fait, on nous donnera les valeurs de ces paramètres et on pourra obtenir des données chiffrées. Alors, la méthodologie est toujours la même. Dans un premier temps, on va chercher à identifier les quantités d'équilibre. Les quantités d'équilibre sont telles que eh bien, le profit du monopoleur est maximisé. Et donc, deux hypothèses. Alors, soit on part de la recette marginale est égale au coût marginal. Deuxième hypothèse, on peut aussi refaire toute la méthodologie et se dire, eh bien, c'est lorsque le profit, la dérivée du profit s'annule, autrement dit que le profit est maximum. Pour changer les méthodologies, c'est celle que je vais prendre dans cet exercice. Donc je vais établir le profit et puis je vais ensuite dériver ce profit et identifier les quantités qui me permettent de maximiser ce profit. Au résultat qu'on aura trouvé, eh bien, on devra vérifier que la recette marginale est égale au coût marginal. On pourrait partir avec cette deuxième méthode. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra déterminer le prix. Alors, première chose, je vais donc écrire le profit du monopoleur qui est égal à la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités et le prix, on l'a déterminé dans une question précédente, c'était A moins X sur B, multiplié par les quantités X moins le coût total, et le coût total nous est donné par l'énoncé, donc on le retrouve ici. Alors on essaie d'écrire ça un peu plus facilement pour dériver. Donc ici, je vais développer ma parenthèse, j'obtiens AX sur B moins X carré sur B moins alpha moins bêta sur X. Je vais maintenant chercher à dériver cette écriture par rapport aux quantités. Les quantités ici, c'est grand X. Donc la dérivée de ce membre va me donner A sur B. La dérivée de cette partie de l'écriture va donner 2x sur b. Le paramètre alpha disparaît dans le processus de dérivation puisqu'il n'y a pas de variable x, et moins bêta sur x donne moins bêta. On essaie d'écrire ça un peu plus proprement, ce qui donne a moins 2x sur b moins bêta est égal à 0. On peut ici isoler x. Pour faire cela, eh bien, je reprends cette écriture et j'égalise donc ce ratio et le paramètre bêta. Et ensuite, j'isole x et j'obtiens a moins 2b bêta sur 2. Pour le détail du calcul, donc on a ici a moins 2x sur b qui est égal à bêta. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier de part et d'autre par b, de manière ici à supprimer ce ratio. Donc j'obtiens a moins 2x est égal à b bêta. J'isole moins 2x, donc ça fait b bêta moins a. Ensuite, je vais changer les signes. Ici, j'ai un signe moins qui m'embête, donc je vais le supprimer. Donc j'obtiens moins b bêta plus a. Et je divise le tout par 2 pour isoler x. On peut faire la condition de deuxième ordre. On va juste vérifier qu'effectivement c'est un maxima. Pour avoir un maxima, il faut que la dérivée seconde soit négative. Et la dérivée de cette écriture par rapport à x donne moins 2b. B sur a disparaît dans le processus de dérivation, moins b disparaît dans le processus de dérivation. Et il nous reste donc moins 2x sur b à dériver, ce qui dérivé par rapport à x donne moins 2b. On a donc bien un maximum. Ça, ce sont les quantités d'équilibre qui vont être proposées par le monopoleur. Il faut maintenant déterminer le prix. Pour déterminer le prix, eh bien, on va réinjecter les quantités d'équilibre dans la formulation du prix. Le prix était formulé ainsi, a moins x sur b, on l'a déterminé un peu plus haut dans l'exercice, et on sait que x est égal à a moins b bêta sur 2. Donc on remplace cette écriture-là à l'intérieur
de l'écriture du prix. Pour le détail, donc on réinjecte A moins B bêta sur 2 ici dans l'écriture du prix et on résout ça. Enfin, on l'écrit un petit peu mieux, donc ici ça nous fait 2A sur 2 de manière à pouvoir mettre tout ça au même dénominateur et 2A moins A, il nous reste A. Ici on a un signe moins, moins par moins va donner plus et donc ici on nous reste A plus bêta B. Le tout divisé par 2, le tout divisé par B, autrement dit c'est A plus B bêta divisé par 2B. Question F. On connaît les valeurs, cette fois-ci, de x et de c. Donc on nous donne ces écritures-là. Alors qu'est-ce qu'on repère? Bien que le paramètre A a une valeur de 100, le paramètre B a une valeur de 0,1. Alors ici, le signe moins était déjà présent dans l'écriture, hein, donc on le retrouve ici. Donc le paramètre B, ça sera uniquement 0,1. En ce qui concerne les coûts, alpha est égal à 100 et bêta est égal à 60. Donc à partir de là, on nous demande eh bien, de calculer des valeurs en fait. On va réutiliser tous les résultats qu'on a fait et puis on va remplacer les paramètres par leurs valeurs. Donc la recette marginale, on l'avait calculée à A moins 2x sur B. Donc on remplace ici les paramètres, sauf x qui est notre quantité optimale hein, qu'on garde en variable. Et donc la recette marginale est égale à 1000 moins 20x. Ensuite, la recette moyenne, donc elle est également égale au prix. Donc on avait trouvé A moins X sur B, on remplace les paramètres par 100 et 0,1, donc on obtient 1000 moins 10X. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût, donc ici ça donnera 60, et donc ça c'est notre paramètre bêta. Et puis le coût moyen, eh bien c'est le coût divisé par les quantités. Donc c'est 100 plus 60 divisé par x, et donc ici on obtient 100 sur x plus 60. Qu'en est-il au niveau de la production? Alors la production, on avait calculé que c'était A moins bêta B sur 2, donc on remplace tous les paramètres par leur valeur, on obtient 47. Le prix de marché, on l'avait calculé à A plus B bêta sur 2B, on remplace tous les paramètres par leur valeur, on obtient 530. Et le profit de l'entreprise, on l'avait écrit sous cette forme-là. On remplace tous les paramètres qu'on connaît, plus la quantité optimum, donc qu'on ne connaissait pas à ce stade, mais qu'on pourrait remplacer maintenant. Et donc ici, on va intégrer le 47, les quantités optimum, et donc on obtient un profit qui est égal à 21 990. On va maintenant réinjecter les quantités d'équilibre qu'on a trouvées dans la recette moyenne et la recette marginale pour vérifier si on est bien à l'optimum. Donc ce n'est pas demandé, mais ça va nous permettre de vérifier que nos calculs sont bons. Donc dans un premier temps, si on est bien à l'équilibre, alors la recette marginale doit être égale au coût marginal. Le coût marginal, on l'a calculé à l'instant, il était égal à 60. Qu'en est-il de la recette marginale avec une quantité optimale à 47? On remplace le 47 dans l'écriture qu'on avait ici et on trouve bien 60. Donc la recette marginale est bien égale au coût marginal. La deuxième règle qu'on doit vérifier, c'est que le prix est égal à la recette moyenne. Alors le prix, on l'a calculé ici à 530. Est-ce qu'on obtient la même chose pour la recette moyenne au point d'équilibre? Le point d'équilibre est tel que les quantités d'équilibre sont à 47. Donc dans la recette moyenne, je remplace le 47 et donc on s'aperçoit qu'on retombe bien sur 530. Donc effectivement, ce qu'on a calculé est bien le point d'équilibre du monopoleur.